Nous allons parler des pathologies chroniques respiratoires, et notamment chez les seniors, avec Frédéric Leguillou, qui est pneumologue et président de l'association Santé Respiratoire France. Bonjour. Bonjour. Peut-être vous présenter si vous souhaitez, puis présenter Santé Respiratoire France. Oui, comme vous l'avez dit, je suis effectivement pneumologue libéral installé et je suis également le président de Santé Respiratoire France, qui est un véritable think tank en fait dans son mode de fonctionnement, c'est-à-dire un mélange de start-up et de think tank et qui associe les patients, les aidants, les professionnels de santé pour la prise en charge des pathologies respiratoires. Les principaux rôles de l'association, ou l'objectif, ou les objectifs. Alors, les principales missions de l'association sont d'alerter, que ce soit l'opinion ou les pouvoirs publics, mais aussi d'innover en utilisant un certain nombre de solutions et de pouvoir rassembler un certain nombre d'acteurs sur les différents sujets qui pour permettre l'amélioration de la qualité de vie et du parcours de soins des 10 millions de personnes qui sont concernées en France par les pathologies respiratoires chroniques. 10 millions de personnes atteintes. Des exemples de pathologies pour ceux qui nous suivent. Oui, bien sûr. Alors, comme exemple, on peut citer l'asthme, puisque l'asthme, il y a 4 millions de personnes en France qui souffrent d'asthme. Il y a la BPCO, c'est-à-dire la bronchopneumopathie chronique obstructive, ou plutôt les gens connaissent ça davantage sous forme de bronchite chronique, qui concerne presque 5 millions de personnes. Il y a aussi les apnées du sommeil, où il y a 1,5 million de personnes qui sont appareillées en France, les cancers bronchiques, les infections pulmonaires, et puis les fibroses pulmonaires, sachant que certains patients ont plusieurs pathologies respiratoires associées. On connaît l'origine, les causes. Alors, j'imagine que les causes doivent varier en fonction des pathologies, mais des Oui, exemples. effectivement, les causes peuvent varier, mais en fait, pourquoi nous, on s'intéresse justement à l'ensemble de la santé respiratoire? Parce que souvent, effectivement, elles ont des déterminants communs, en particulier des facteurs environnementaux, avec des expositions, soit dans l'environnement depuis la naissance, que ce soit la pollution, que ce soit les allergies, que ce soit le tabac. À chaque fois, ça peut être des polluants pour les voies respiratoires et responsables d'un certain nombre de pathologies. Et puis, il y a aussi des facteurs génétiques. On n'est pas tous égaux et on peut, à patrimoine génétique différent, plus ou moins développer des pathologies respiratoires par rapport à d'autres qui ont un patrimoine différent. 10 millions de personnes concernées, j'imagine que les plus âgés sont peut-être plus concernés. Et à quel âge, en moyenne, est-ce qu'on peut déclencher ces maladies? J'imagine. Est-ce qu'il y a un âge déjà en quel on peut, Alors, en moyenne? à tout âge, puisqu'il y a Oui. des pathologies qui se détectent quasiment à la naissance. Évidemment, en fonction de l'âge, ce n'est pas toujours le même type de pathologie. L'asthme concerne plus fréquemment les sujets jeunes, la BPCO plus fréquemment les sujets quand même après 40 ans, le cancer aussi, les fibroses c'est un peu plus tard souvent, mais effectivement, les seniors, c'est davantage quand même la BPCO et c'est davantage les apnées du sommeil, mais on a un certain nombre d'asthmatiques qui ont été asthmatiques toute leur vie et qui vieillissent avec leur pathologie et qui apprennent à vivre avec leur pathologie. Vous avez parlé que l'un des obstacles, c'est l'accès à la santé, l'accès aux soins pour ces personnes. Pourquoi c'est encore un obstacle? Enfin, est-ce qu'on peut décrire l'obstacle avec peut-être un exemple d'une personne, comprendre sa Bien vie, sûr, les obstacles? bien sûr, on souffre en France d'un problème de détection des pathologies respiratoires qui souvent sont invisibles, en particulier le tabac. Alors régulièrement, on voit des personnes, ou j'en vois en consultation, je pense à l'exemple d'un patient qui fumait, mais bon, ça aurait pu être parce qu'il était exposé professionnellement, et du coup, il tousse, il est essoufflé, il n'ose pas venir consulter parce qu'il trouve que c'est normal, parce qu'il fume. Non, quelqu'un qui fume, par exemple, c'est pas normal de forcément de tousser et d'être essoufflé. Et donc ça nécessite une consultation, par exemple, chez le généraliste, ou ce que nous, on prône au niveau de l'association, ce serait de pouvoir avoir une consultation de prévention avec une mesure du souffle à un moment donné pour pouvoir détecter un certain nombre de pathologies respiratoires qui sont souvent sous-estimés par les patients eux-mêmes, en fait, dans leur propre comportement. Mais j'imagine qu'en fait, il y a une dégradation, si on peut appeler ça dégradation progressive. Donc, quelque part, on doit s'y habituer peut-être, jusqu'au moment donné, c'est Alors, un peu tard.
C'est ça. Comme pour toute pathologie, l'organisme s'adapte jusqu'à un certain moment et c'est ce qu'on appelle l'exacerbation, la crise, hein, quelle que soit la pathologie, que ce soit l'asthme, que ce soit la BPCO, que ce soit la fibrose, elles évoluent un peu toutes de la même façon. Il y a une pathologie de base et ça évolue par poussée. Et donc, malheureusement, bien souvent, le diagnostic est fait au moment du décès poussé, de poussée sévère, pour qui a été responsable d'une hospitalisation. Et si on avait agi en amont dans la détection, eh ben, on aurait pu diagnostiquer beaucoup plus précocement et puis pour pouvoir prendre en charge, accompagner le patient pour qu'il puisse mieux vivre avec sa pathologie et puis qu'il soit correct pour sa vie personnelle. Dans l'association, vous avez dit que vous travaillez aussi avec vous regroupiez aussi des aidants. Oui. On parle souvent des aidants et des seniors. Bon, après, il y a les aidants de personnes handicapées. Quelles sont les actions que vous menez pour aider les aidants, pour sensibiliser sur les aidants? Alors, par rapport aux aidants, ils sont souvent, c'est souvent le conjoint ou un parent, enfin, ça dépend si, voilà. Et par rapport aux aidants, déjà, un des grands rôles que l'on a au niveau de l'association, c'est d'informer. D'informer déjà de façon correcte sur la pathologie, parce que c'est une grande source de demande, en fait, hein, de la part des aidants et des patients, c'est d'avoir une information de qualité. Et c'est ce que l'on fait avec une information, des interviews, des articles qui ont été relus, qui ont été vérifiés, etc., et que l'on met à la disposition des personnes. C'est aussi la création que l'on a fait d'une plateforme qui s'appelle Respiragora, qui permet de créer du lien social entre les générations et entre les différents patients pour qu'ils puissent se retrouver entre eux, pouvoir discuter de leur pathologie entre eux et de pouvoir aller faire de l'activité physique, par exemple, à côté de chez eux, entre eux. Ça, c'est quelque chose de fondamental, c'est de regarder une relation sociale. C'est capital pour la prise en charge du patient et des aidants. La médecine, on en est où au niveau de est-ce qu'on est-ce que dans la recherche pour des solutions, peut-être curatives, je ne sais pas, où est-ce qu'on en est au niveau de la médecine sur ces sujets-là? Alors, la recherche, évidemment, elle avance, hein. On a des solutions thérapeutiques de plus en plus innovantes qui arrivent. Donc ça, c'est très bien, avec des thérapeutiques qui sont de plus en plus performantes, de plus en plus ciblées, de plus en plus personnalisées par rapport à la prise en charge de la pathologie, quelles que soient les pathologies respiratoires. Mais tout cela, ça nécessite quand même d'avoir un accompagnement. Ça nécessite des explications. Et puis, le premier traitement pour la prise en charge, c'est l'éviction du contaminant lorsqu'il y en a un, que ce soit l'allergène, que ce soit le tabac, que ce soit voilà, la source de pollution qui existe, et d'avoir une activité physique. C'est capital pour la prise en charge globale, que ce soit de la pathologie elle-même, mais que ce soit au niveau du mental, que ce soit au niveau du sommeil, à partir du moment où on a fait un peu d'activité physique, je ne parle pas de faire de la compétition du sport, de l'activité physique, ça permet de réguler l'inflammation, hein, ça c'est prouvé, il y a plein d'études qui nous le donnent, ça permet de réguler le sommeil et ça c'est quelle que soit la pathologie chronique, c'est pas spécifique à la pathologie respiratoire. Et donc, le premier médicament, c'est l'activité que l'on arrive à faire ou que l'on s'adapte pour faire une activité qui plaît. Et puis, dans les thérapeutiques innovantes, il y a tout ce qui arrive sur le marché pour aider les patients. Chez les seniors, il y a des profils de personnes qui sont les plus touchées de par leur vie passée, leur métier passé. Oui, bien sûr. Ça, on le sait, il y a des gens qui ont été exposés au cours de leur pathologie, pardon, de leur profession. En plus, ils peuvent cumuler d'autres sources comment dire, d'exposition. Et d'ailleurs, on parle à l'heure actuelle d'exposome, c'est-à-dire que c'est la résultante de l'ensemble des expositions qu'a un individu depuis la vie fétale jusqu'au moment où on peut le voir, c'est-à-dire y compris chez le senior. Donc, il ne faut pas tenir compte que d'un aspect transitoire de sa pathologie. Et puis, il faut tenir compte de ce bruit de fond de pollution ambiante. Ça peut être par rapport à l'endroit où on vit, par rapport, si on vit à
à côté d'un champ où on asperge régulièrement des pesticides, on est beaucoup plus à risque de développer une pathologie respiratoire si ce n'est pas le cas, par exemple. Donc, mais ça, c'est connu. Et donc, il faut savoir que le bruit de fond est beaucoup plus important que le pic en lui-même dont on nous rabâche les oreilles en permanence. Certes, c'est important, mais c'est un épicénomène dans la vie du patient. Oui, c'est l'accumulation de toutes les Oui, expositions qui fait qu'on peut déclencher oui, ces pathologies. oui. L'espérance de vie est impactée par, j'imagine que ça dépend des types de pathologies, mais l'espérance de vie, est-ce qu'elle est impactée? Oui. Est-ce qu'on arrive à la mesurer? Est-ce qu'on mesurer l'impact? Tout à fait. Alors après, elle dépend du type de maladie Bien sûr. concernée. L'asthme, s'il est bien équilibré, qu'il prend bien son traitement, qu'il n'a pas d'autres causes, etc. Non, c'est l'espérance de vie traditionnelle, si vous voulez, qui était prévue, si vous voulez, ça ne change pas. Pour le BPCO, certes, l'espérance de vie est diminuée. Alors ça dépend, elle peut être diminuée de 10 à 15 ans par rapport à un individu qui n'aurait pas de BPCO. Ça dépend d'un certain nombre de facteurs, si vous voulez, parce que ça dépend du stade de la maladie. Ça dépend s'il a des maladies associées autres également qui peuvent greffer le pronostic. Vous voyez, ça dépend de tout un ensemble. Donc, on ne peut pas se contenter de regarder ça seulement par le biais d'une seule pathologie, mais il faut regarder l'individu dans sa globalité. Et ça, c'est important. Ça dépend aussi le moral est extrêmement important. On peut avoir une maladie sévère, être combatif, et ça participe à améliorer l'espérance de vie. On le voit au quotidien chez nos patients. Si on prend une baguette magique en 2030, on aura fait quel progrès dans votre secteur? Alors, j'aimerais bien avoir la baguette magique. Alors après, on a plein d'outils qui nous aident maintenant à l'heure actuelle, et on va en avoir des nouveaux qui vont nous aider. C'est dans l'organisation du système de santé pour que les patients puissent avoir accès plus facilement à un diagnostic, la détection, la télémédecine, l'innovation thérapeutique, les thérapeutiques ciblées, tout cela existe et on voit les effets et les bénéfices, en tout cas, en termes de prise en charge, en termes de qualité de vie pour les patients et en termes d'amélioration des pronostics. Ça, on le voit, y compris dans le cancer du poumon, où avant un cancer du poumon métastatique, l'espérance de vie était de moins de 1 an traité. Maintenant, certes, ce n'est pas forcément mirobolant, mais avec les nouvelles thérapies ciblées, l'immunothérapie, on arrive chez les mêmes patients à des espérances de vie de 4-5 ans sans problème et dans de meilleures conditions. Donc, vous voyez, on apporte quelque chose de plus et les gens ont le temps de se préparer à un certain nombre de démarches qu'ils ont à faire, etc. Une conclusion à l'émission? Oui, la conclusion, c'est de dire qu'il faut croire effectivement en la recherche, en la science, mais aussi aux sciences humaines pour l'amélioration de la prise en charge du patient, de sa qualité de vie. Et c'est une des grosses missions de l'association santé respiratoire. Et il faut toujours croire et penser que l'avenir sera source d'amélioration pour nos patients. Super, merci Frédéric Le Guillou. Je rappelle que vous êtes président de l'association Santé Respiratoire France. Merci beaucoup. Merci.